La seule personne à pouvoir sauver les chevaliers du Temple de la mort et de l'anéantissement est le pape. Mais Clément V, pape indécis, ne fera rien pour stopper les intrigues de Philippe. Sous la torture, de nombreux Templiers confessent les crimes dont ils sont accusés. Tous sont condamnés à mort. En France, plus de 70 Templiers sont brûlés sur le bûcher en une seule journée. Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre du Temple, est lui aussi condamné à mort. Le 18 mars 1314, il meurt sur le bûcher à Paris. Juste avant, il lance une malédiction sur ses bourreaux. Alors qu'il brûlait, que les flammes l'assaillaient, il a convoqué les âmes du roi Philippe le Bel et du pape devant le tribunal de Dieu avant la fin de l'année, pour que leur innocence ou leur culpabilité soit jugée. Et tous les deux sont morts dans l'année. La prophétie du grand maître se réalise, mais l'ordre du Temple a été éliminé. Il ne faut pas longtemps après la destruction de l'ordre pour que toutes sortes de mythes et de légendes autour des Templiers apparaissent. Protégeaient-ils un secret? Avaient-ils découvert un trésor sous leur siège à Jérusalem? Peut-être même le Saint Graal? L'ordre existe-t-il encore? Pour certains, la piste mène en Écosse. Des Templiers s'y seraient réfugiés en se faisant passer pour des tailleurs de pierre. Le groupe se serait alors transformé en une fraternité secrète, les francs-maçons. Peu d'entre nous savent ce qui se passe dans leur loge et quels sont au juste leurs objectifs. Tout au long de l'histoire, ils ont été associés à des conspirations et à de sombres actions. Ont-ils tissé un réseau mondial avec leurs signes secrets? Cherchent-ils maintenant à diriger le monde? Où peut-on voir leurs marques? Et que cachent-ils de si secret? Mozart, par exemple, était l'un d'entre eux, de même que Winston Churchill, ainsi que Goethe ou encore I'm John Wayne. Ils portent un tablier et utilisent des outils mais ne sont pas artisans. Presque toutes les grandes villes ont leur loge maçonnique. La franc-maçonnerie compte 6 millions de membres à travers le monde. Les francs-maçons poursuivent un objectif noble. C'est une institution dans laquelle des hommes libres décident d'eux-mêmes de se rassembler. Des hommes de milieux différents. Ils rejoignent cette confrérie pour devenir meilleurs, découvrir qui ils sont. Et en devenant quelqu'un de meilleur, en interagissant avec d'autres, vous devenez un meilleur élément de la société. Mais alors que cachent les francs-maçons? D'où viennent leurs étranges symboles et rituels? Et que signifient-ils? L'histoire de la franc-maçonnerie commence officiellement à Londres en 1717. Mais les racines de l'organisation remontent à un passé bien plus lointain, dans les somptueuses cathédrales du Moyen-Âge. L'origine de la franc-maçonnerie est à chercher du côté des guildes de bâtisseurs de cathédrales au Moyen-Âge. D'où le nom de loge, qui ne veut rien dire d'autre que guilde. Les guildes de bâtisseurs de cathédrales sont dirigées par des maîtres élus. Les tailleurs de pierre vivent et travaillent dans des conditions très exiguës. Ils s'isolent du monde extérieur pour protéger les secrets de leur commerce. Quand un compagnon arrivait dans une guilde de tailleurs de pierre, il devait s'identifier par un signe secret. Une première fois par sa poignée de main, en appuyant le doigt 2 fois à intervalles rapides entre le pouce et l'index. S'il passait ce test avec succès, le compagnon devait ensuite apparaître devant le maître selon un rituel précis. Ses pieds placés en angle droit, il faisait 3 pas en avant. Le maître le saluait par une poignée de main lui aussi. En cas de doute, il réclamait une 2e poignée de main, cette fois en appuyant sur les veines du poignet. Si le compagnon connaissait aussi ce signe, il était autorisé à entrer. Les guildes de tailleurs de pierre étaient réellement des sociétés secrètes.
Pour empêcher les apprentis d'encaisser les salaires des compagnons, par exemple, les compagnons étaient obligés de donner le bon mot de passe au maître le jour de la paie. Ils n'étaient payés qu'à cette seule et unique condition. À partir du XVIe siècle, les guildes de tailleurs de pierre entrent en crise. Les commandes de grands édifices religieux sont moins nombreuses et le nombre de guildes diminue. Une chose étrange se produit alors. Au début du XVIIe siècle, en Angleterre, les loges commencent à admettre des personnes qui ne sont ni tailleurs de pierre, ni même artisans. C'est un moment décisif de l'évolution de la franc-maçonnerie. Elle admet désormais d'autres professions qui n'ont rien à voir avec la construction ou les domaines connexes, l'architecture, les mathématiques, etc. Les premières loges de francs-maçons commencent à apparaître. C'est le siècle des Lumières. L'intimité des loges permet d'échanger librement des opinions. Socialement, c'était une époque formidable. Les gens pouvaient se rassembler, laisser leurs femmes à la maison, fréquenter un lieu réunissant des hommes de différentes classes sociales, dialoguer ou discuter ouvertement d'affaires privées, sous le sceau du secret. Ils pouvaient débattre d'idées dont il était interdit et dangereux de parler. Après la fondation de la première grande loge en 1717, la franc-maçonnerie se répand rapidement en Europe et en Amérique du Nord. Poètes, philosophes, marchands ou médecins, l'esprit de tolérance et de fraternité des loges attire bon nombre d'esprits avertis. Les politiciens francs-maçons, comme le président américain Harry S. Truman, ne manquent pas. D'où les spéculations à leur sujet. Les francs-maçons préparent-ils un vaste coup d'État? En réalité, la constitution des francs-maçons leur interdit de parler politique dans leur loge. Néanmoins, il y a toujours eu des spéculations plus ou moins fantaisistes sur ce que les francs-maçons font réellement dans leur loge. Des rumeurs circulent sur des rituels étranges censés se dérouler lors de leurs réunions. Les rituels en question ont une fonction précise. Le rituel est très important dans la franc-maçonnerie. Il faut voir les rituels presque comme une pièce de théâtre. Sauf que votre rôle n'est pas celui de spectateur, mais celui d'acteur. Fait rare, nous sommes autorisés à visiter une loge. La Daylight Lodge de Washington se réunit une fois par mois. Son vénérable maître, nom que donnent les francs-maçons à leur président élu, nous montre la salle la plus importante de la loge, le temple. En tant que vénérable maître, je suis assis à l'est, sous le symbole de l'équerre et du compas. Les francs-maçons utilisent les outils du tailleur de pierre au sens figuré, de manière symbolique. Un nouveau membre est comme une pierre brute, non taillée. En travaillant sur lui-même, il devient une pierre lisse, soit une meilleure personne. Le tablier fait également partie de leur symbole. Les maîtres tailleurs de pierre portaient un tablier pour ne pas se salir et pour ranger leurs outils sur eux. Aujourd'hui, ils ont une fonction purement symbolique, celle d'un vêtement d'honneur.